Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Nous sommes toujours avec la méditation, solution à nos problèmes. Je laisse le soin au professeur Herman Nieglipot, qui est le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Georgette Mbomé, un bonsoir renouvelé à tous ceux qui nous suivent à travers YouTube et qui ont choisi cette émission la leur, donc bien entendu les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors ce soir, nous allons parler dans le cadre de méditation, la solution à notre problème, puisque nous entrons au chapitre 70. Oui. Nous allons parler de la faute et la réincarnation, à la première partie de la chronique. La deuxième partie de la chronique, nous parlerons du cœur, le cœur et l'intellect, c'est-à-dire essayer de voir entre le cœur et l'intellect, qu'est-ce que nous devons utiliser, parce que qu'est-ce qui fait faire faute, parce qu'on fait les fautes et les erreurs, pourquoi? Oui. Voilà. D'accord. Au programme, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, Oui. on aura la page pratique, professeur, bien Oui. entendu. Et aussi le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 70. La faute et la réincarnation. Dernièrement, dans le cadre de ce même programme, notre exposé était porté sur l'erreur et la réincarnation. Toutefois, nous ne cessons de vous faire remarquer que la réincarnation, qu'on y croit ou non, existe et a une relation étroite avec le karma. Le karma de son côté n'existe que parce que nous vivons. Nous insistons à dire qu'il est l'action par laquelle nos actes positifs ou négatifs se traduisent en sentence ou en récompense. Chaque personne impérativement, de point de vue occulte, doit chercher avec grand intérêt à approfondir le décryptage, le côté occulte de sa vie. Question de maîtriser tant bien que mal des situations malheureuses et ou heureuses qui lui arrivent au cours de son existence. Toutefois, si nous ne faisons aucun effort pour appréhender tous les phénomènes y afférents, nous ne cessons jamais d'ignorer que toutes nos souffrances ne sont que des épreuves à surmonter. Alors, que ces épreuves soient de peu de valeur ou non, elles n'en restent que telles, et doivent à jamais nous ébranler dans notre détermination de vouloir à ce que notre vie puisse évoluer spirituellement. Mais qu'à cause de cette ignorance, nous ne cessons de penser que tout ce qui nous arrive se serait rendu possible, sans doute, parce que Dieu nous aurait tourné le dos. Nous restons convaincus que les manœuvres de la sorcellerie, l'envoûtement, la pratique de la magie noire, les difficultés de mener une vie sentimentale telle que souhaitée, avoir un bon poste de travail, ou quitter le chômage, tout ceci nécessite de quoi de rappeler à Dieu ses manquements. De quoi nous mettre à prier sans cesse pour qu'il puisse rester éveillé vis-à-vis de nos difficultés. Religieusement, ce qu'il en est de notre croyance en Dieu, c'est d'attendre tout de lui. Pourtant, c'est à ce stade qu'est le début de la faute chez l'homme. Une faute qui fait de lui quelqu'un d'irresponsable vis-à-vis de soi-même, et surtout à l'égard de ce Dieu qu'il prétend croire. La première faute est son ignorance que Dieu est omniscient, omnipotent, tout-puissant, éternel et infaillible. Alors religieux ou pas, toute personne qui fonctionne sur un tel registre est celui qui ne cesse de penser que Dieu est au contrôle de tout. Cette personne mange, boit n'importe quoi, avale n'importe quel genre de médicament dont il ne connaît la moindre des choses de ses composants, qu'elle soit médecin ou pas. À cause de tout cela, elle deviendra malade, et sans changer de comportement, croira que grâce à la prière, Dieu va faire du miracle pour elle, parce qu'elle se dit prétendument croyant. La majorité de gens de cette catégorie de personnes ne font aucun effort pour leur divinisation, d'ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est. Dommage. Il leur manque une petite chose, les vertus inconscientes. Du règne animal, s'agissant du créationnisme, l'homme est la seule créature qui a des chapelles et églises, qui ne cesse de prier, mais parce qu'il méprise les lois de la nature, avale de tonnes de médicaments. Malgré cela, inlassablement, la mort lui trouve toujours sur le lit de l'hôpital. Pourtant, les bêtes n'ont ni chapelle, ni d'hôpitaux, mais vieillissent avant de mourir. Et l'homme alors,
que lui servent tous ces centres hospitaliers et églises. Nous avons souligné que si l'erreur est du karma négatif aléatoire, qui arrive comme un manquement humain, comme pour dire que l'erreur est humaine, cependant, la faute est un vice. Par rapport à l'erreur est doublement punissable. Elle peut être du fait d'être mal élevé, mais pourquoi naître là où on va faire de vous un mal élevé? Certes, ceci n'est possible que par le biais de son karma négatif. Celui-ci lui place sur un chemin de vie où la sentence ne saura être contournable. Résultat, une faute ne peut se transformer en aucune fois en erreur. En règle générale, très souvent il est toujours question d'une altération de la vérité. Elle peut être morale, matérielle et intellectuelle. C'est pourquoi qu'il s'avère qu'une faute bien qu'avouée n'est toujours pas à moitié pardonnée, comme on le disait avant, il n'est donc pas étonnant qu'un contrôleur puisse verbaliser tous usagers en faute. Ceci étant, il est question d'une incarnation de souffrance aux méfaits causés par le karma négatif, toujours très punissable. Professeur Herman Nyeglipot, c'est quoi une faute mystique? Ah, la faute mystique. Oui. Bon, disons, Nous sommes dans le monde inconnu. oui, disons, si on parlait de faute mystique, c'est que c'est une faute méprisable. Parce que de la chronique, j'ai parlé plutôt des fautes intellectuelles, morales et disons, matérielles. Oui. Bon, maintenant, du point de vue karmique, la faute peut être appelée ou bien nommée ou indiquée comme étant une faute mystique. Ça, c'est du point de vue karmique. Oui. Bon, de toute façon, ça dépend. Je ne sais pas quel résultat tu veux de cette question-là, mais c'est ce que j'essaie de donner voilà, comme réponse. Voilà. D'accord. C'est vrai que j'aimerais qu'on entre un peu en profondeur, puisqu'on parle de la faute et de la réincarnation. Alors, est-ce qu'on peut commettre des erreurs? Est-ce qu'on peut commettre des fautes venant d'une vie passée? Est-ce que ça pourrait découler d'un comportement qu'on aurait eu d'une autre vie? Oui, alors il n'y a rien qui nous arrive qui ne soit pas ce que nous avons fait en mal ou en bien durant notre parcours terrestre. Parce que, disons, que ce soit notre parcours terrestre ou que ce soit notre parcours dans l'univers, bien entendu, parce que nous ne sommes pas que de la Terre, nous sommes des voyageurs, nous partons des autres planètes pour se retrouver sur cette planète. Sauf que cette planète nous est tellement chère que nous ne pensons pas, nous ne voulons pas la quitter, parce que c'est une planète de déduction, de fait de fautes, fait de manigances. Nous nous plaisons dans notre genre de quotidien, de boissons, de nourriture qui ne servent à rien et tout, ou bien qui ne nous édifient pas spirituellement. En fait, nous ne cherchons pas les voies spirituelles qui ne sont pas forcément des voies qui nous obligent de rester campés sur cette planète, qui nous permettent de nous élever. Malheureusement, nous ne le savons pas. Bon, donc la faute, les erreurs font partie de ce que veut dire le patrimoine occulte ou alors mystique de nos vies successives. C'est-à-dire que il est fort probable que, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre parler de la réincarnation, pour une raison ou pour une autre, ça ne s'explique pas dans les obédiences, surtout si je fais allusion aux religieux. Oui. Parce que si la réincarnation fait partie des doctrines qui doivent être enseignées au-delà des dogmes, qui doivent faire asseoir une certaine façon de croire en Dieu, alors ça va mettre en branle tout. C'est-à-dire que le paradis et l'enfer
le diable et tout cela va provoquer le fondement de l'édifice qu'on appelle les mouvements religieux. Bon, donc on doit faire attention de ne pas admettre qu'on dise des choses qui mettent en mal les croyances telles qu'elles sont, basées sur la foi. Alors, donc l'erreur est tolérable, mais la faute ne l'est pas. Alors, est-ce que ce soir, nous allons pouvoir prouver que croire à la réincarnation, ce n'est pas une faute? Ou alors ne pas croire n'est-il pas une faute? Parce qu'en fait, la faute alors, c'est quoi? La faute, c'est extravertir une loi. Oui. La faute, c'est aussi altérer une loi, c'est-à-dire refuser l'existence d'une loi, ou bien refuser l'existence d'une loi ne veut pas dire refuser véritablement son existence, mais de vouloir ignorer à quoi cela serait nécessaire de croire à cette loi. Par exemple, on peut avoir une connaissance de la loi du feu, que si tu tombes dans le feu, même si tu es bébé, tu seras brûlé. Alors, mais à vouloir ignorer ça, il faut se prémunir, il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire, il faut avoir la maîtrise des vibrations, de la chaleur du feu. Oui. Hein? On aura l'occasion de prouver par A plus B qu'on peut marcher dans le feu, qu'on peut même se coucher dans le feu sans être brûlé, et que cela ne soit pas un montage. Mais ça veut dire qu'on maîtrise les vibrations de cette loi-là. On ne transgresse pas la loi. On n'empêche pas au feu de continuer à brûler, mais on refuse que le feu ne vous brûle. Tout comme maîtriser la terre, la matière, peut permettre à ce que vous soyez enfermé dans une maison, et doublement avec une porte, disons, métallique, et que vous décidiez de sortir de cette maison sans que ni le mur ni la porte ne soient cassés, ou ouverte, ni le mur ne soit cassé, et que vous le puissiez. Oui. Il suffit seulement de transformer vos vibrations en des vibrations des particules de la matière qui sont les composants du mur, ou bien de la porte qui est en fer. Vous vous retrouvez de l'autre côté et vous vous remettez en un corps normal comme ce fut avant que vous ne décidiez de sortir de cette chambre ou bien de cette cellule. Alors c'est là où on peut voir des gens, on l'empoisonne, on l'emprisonne, mais quelques temps après, il se balade dans la ville. Donc il y a des possibilités en ce qui concerne le fait de maîtriser les lois de la nature. Oui. Parce que la maîtrise des lois de la nature fait qu'on ne fait pas de fautes. Parce qu'on ne les transgresse pas. On peut commettre des erreurs, mais de manière à se remettre en cause. Oui, mais, oui, professeur. Oui, oui. Oui, mais est-ce que exercer ces pratiques-là sont toujours bien? Parce que des fois, on nous donne le bon côté de la chose et on ne nous donne pas le mauvais côté. Oui, alors, ce n'est pas à la portée de tout le monde de faire ce que je viens de dire là. C'est-à-dire tomber dans le feu et ne pas se faire brûler. Traverser un grand cours d'eau, un grand fleuve comme le Vouri, pas forcément sur l'eau, pas forcément en nageant, mais en marchant à l'intérieur de l'eau, se retrouver de l'autre côté. On n'a pas besoin de marcher sur l'eau. On a besoin de faire un tunnel ou sortir de l'autre côté, vous n'êtes pas mouillé. Bon, les gens vont s'imaginer des choses, mais vous avez traversé quand même le fleuve. Alors, ça veut dire quoi?
ça veut dire que vous maîtrisez les lois de la nature qui permettent d'en arriver là. Auquel cas, si vous êtes juste un débutant, soit le feu va vous brûler à force de vous amuser avec, soit vous serez noyé en voulant faire des démonstrations sur un autre plan, et un plan mystique peu disons, maîtrisé. Alors, donc, c'est pas n'importe qui veut, qui peut le faire, non. C'est celui qui est capable de savoir exactement si c'est nécessaire de le faire ou pas. Et ceci étant, on peut le faire par moment là où il y a des gens pour prouver qu'il y a des forces à la disposition de tout le monde, puisque la personne qui fait ça, il n'est pas dit qu'elle est immortelle. Bon, peut-être un accident de vélo peut lui être fatal, mais c'est peut-être que c'est aussi son moment de mourir, et de mourir de cet accident du fait de son karma. D'où le problème du karma, parce qu'en fait, s'il commet des erreurs, de genre à ce que ces erreurs se transforment en faute, il doit payer. Donc ce n'est pas une histoire une histoire à sensation, c'est-à-dire tu fais des choses pour que les gens te voient que tu es trop fort. C'est une démonstration, d'accord, si s'avère que certaines personnes le fassent en public. Bon, maintenant, il faut aller les interroger. Est-ce que c'est le genre des cirques? Des cirques, c'est-à-dire les gens qui s'amusent avec des lions, qui marchent sur des cordes, qui. Bon, donc c'est un entraînement, mais un entraînement comment? Voilà. D'accord. Les difficultés de mener une vie sentimentale, avoir un bon poste de travail par exemple, avoir de l'argent, avoir une maison, est-ce dû à nos fautes ou alors à notre mauvais karma? Oui, ou à nos erreurs. Ou à nos erreurs. Voilà. Tout ce qui nous arrive du mauvais karma, bien sûr, de nos erreurs, de nos fautes. Parce que même les erreurs, on en paye pour avoir commis une erreur. Oui. Sauf que l'erreur n'étant pas forcément un vice, comme le serait une faute, alors la sentence des erreurs commises est moins lourde que celle des fautes. Parce que les fautes, on refuse d'accepter les lois préétablies. On fait comme si on s'en moquait même. Et puis, par la suite, on se heurte à une situation où il faut faire face à un choc. Par contre, l'erreur, on peut se retrouver en faisant attention. C'est pourquoi on parlait d'erreur aléatoire. Commettre quand même une faute, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute, mais ce que tu as fait quand même n'est pas bien. Alors, pour le peu qu'on te demande pourquoi tu as fait ça, alors ça attire ton attention que, mais attends, si on se pose déjà des questions sur l'acte que tu viens de poser, c'est qu'au fait, il y a eu quelque chose qui ne va pas. Et très rapidement, on s'y réavise. Oui. Et on peut dire, excusez-moi, je n'ai pas fait ça exprès. Alors là, c'est vraiment une erreur. Voilà. Mais professeur, dans le cas où on a des difficultés dans sa vie dues au mauvais karma, est-ce qu'il y a moyen de corriger cela ou alors on devrait juste croiser les bras et se dire, bon voilà, c'est mon karma? Bon, alors, on n'a pas la facilité de savoir qu'on vit un mauvais karma. On a la facilité d'accuser la nature des choses. On peut accuser le président de la République, le voisin, l'oncle, parce qu'il gère mal le pays. On peut accuser le père même, son géniteur ou la mère.
on peut accuser l'oncle ou la tante. En fait, les accusations seront portées sur d'autres gens, parce que, puisque nous parlons du chômage, alors s'il y a le chômage, on ignore qu'il n'y a pas de pays sans chômage. Bon, on va dire, parce que le pays est mal géré. S'il y a des problèmes que, bon, peut-être, on ne pense pas que le niveau d'études qu'on a est favorable à trouver un bon travail. Mais on va dire quand même que même la moto, on n'arrive pas à acheter parce que l'oncle ou la tante vous a vissé. Donc il y a la sorcellerie qui est passée par là. On peut même aller jusqu'à se masturber tout le temps, et dire que c'est un envoûtement. Hein? Oui. Parce que vous n'arrivez pas à cesser de vous masturber, puisque ça vous devient gênant. Bon, on peut avoir des maladies dues à un mauvais comportement, du fait que diététiquement, on ne donne pas à l'organisme ce dont il a besoin. On se nourrit de manière nutritionniste, parce que en nutritionnisme, tout est mangeable. Hein, diététiquement, on mange que ce dont le corps a besoin. Alors, la diététique va vous dire que manger équilibré. Bon, alors donc là, tu peux manger du beurre chargé dans du pain. Oui. Tu prends au même moment une tasse du lait, des œufs non fécondés, dont les œufs dont les coques n'ont pas été avec les poules. Bon, donc les produits ont permis à ce que la poule fasse des œufs. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on mange quand même. Oui. Alors, tout cela, on boit des sucreries qu'on appelle les jus. On boit le vin avec les sulfites, et donc avec des produits pour que le vin ne devienne pas du vinaigre, et on ne sait pas à peu près comment ça s'est passé. Moi, je cite ça parce que je sais comment ça se passe, mais d'autres gens ne savent même pas que pour qu'un vin ne devienne pas de vinaigre, on y mélange des produits, et que ces produits-là sont cancérogènes parfois chez certains individus. Ils ne savent pas. La bière, ils ne savent pas, ils disent que c'est le maïs. Bon, ils sont comme supposés être des brasseurs, tout le monde qui boit là. Bon, les produits usinés, hein, les boîtes de conserve, donc les poissons, ou c'est pas les viandes, parce qu'il y a même les boîtes de conserve à base de poulet, tout cela, la chair n'a pas pourri. On ne sait pas si on a formulé ça ou pas. Professeur. Ou formalisé, ou comment, je ne sais pas. Professeur. Voilà. On mangeait seulement. Bon, et maintenant, il y a un autre problème pour le petit Africain que nous sommes. C'est que nous mangeons ces choses. Ce n'est pas fabriqué par nos frères, par nos parents. C'est fabriqué par les gens dont on est en train de dire qu'il faut qu'ils partent. On ne les veut plus en Afrique. Mais on boit de leur vin. On boit de leur bière. On mange de leur shawarma. On prend de leur sucrerie. Où dedans, il y a ce qu'on appelle les nanoparticules. C'est-à-dire des composants. Et parfois, on utilise la mélanine des noirs pour que ça affecte nos cerveaux. C'est quelque chose que, à parler, ça, personne n'a de prise de conscience. Même ceux qui nous écoutent. Les médicaments, n'en parlons pas. Certains médicaments qui viennent en Afrique sont destinés pour des chevaux ailleurs, ou pour des bêtes carrément, où on revoit les étiquettes, où c'est les rejets et rubis, où c'est fait uniquement pour être vendu en Afrique. Bon, c'est pas mal. On n'est pas en train de dire que les gens ne boivent pas les médicaments. Mais posons-nous la question. Nous avalons tout. Nous mangeons tout. Oui. C'est la faute. Nous commettons des fautes contre nous. Alors, d'un côté, c'est notre karma d'être né africain. D'accord. Et c'est un karma négatif d'être un Africain inconscient. Oui, parce que ce n'est pas le fait d'être africain que l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation doit peser sur nous. D'accord. Quelle est la solution, professeur?
Alors, la solution, c'est la prise de conscience que ailleurs, on se pose des questions lorsque quelque chose vient d'ailleurs. Par exemple, l'Afrique ne vend rien ailleurs. Ni nourriture, ni médicaments, ni quoi. D'ailleurs, on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché les produits de santé de nos recherches dans nos propres pays. À quelle forte raison ailleurs? Tout ça est contrôlé. Et c'est contrôlé par des mécanismes néocoloniaux. Alors donc, à un moment donné, la solution, c'est nous-mêmes. Personne ne nous oblige de boire, de manger, de tomber malade. Personne. Tout est à notre disposition, mais faisons comme disait Socrate. À son temps, lorsque il est interpellé par le roi qui lui demande, mais attends, toi tu es contre l'économie du pays, la mise sur pied, le marché et tout. Alors ça veut dire quoi? Toi, quand tu pars au marché, tu fais comment? Tu ne te ravitailles pas? Il dit oui, quand je vais au marché, tout me plaît, mais je n'achète rien. Alors c'est la même chose, tu entres dans un supermarché, tu vois l'achalandage, tu es content. Et puis tu sors. S'il faut acheter quelque chose, il faut lire l'étiquette et dire que bon, ça j'achète pourquoi? Parce qu'il y a sur des étiquettes de presque la quasi-totalité des choses que nous mangeons, des codes. Les E, ceci, les E, cela, et parfois c'est pas un code, on peut dire dioxyde de titane, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Toi tu consommes seulement. Mais ça c'est être africain ça. Bon, c'est vrai que peut-être qu'on va me dire, mais on le fait en France, on le fait ailleurs, mais c'est leur environnement, c'est leurs frères qui le font. Mais pendant qu'ils mangent ces choses-là, là-bas, ils ne mangent pas de nos choses. Donc ils mangent des choses qui sont de leur laboratoire, leur technologie et tout. Puisque quand je parlais des nanoparticules, c'est une nouvelle technologie, mais qui est ancienne. Depuis des années, on pratique ça dans les médicaments, parce que la brillance des bonbons, des chewing-gums, quand vous avez les chewing-gums comme ça, là, que c'est bien propre et c'est attirant, ça vous donne envie de manger ça, c'est parce qu'il y a le dioxyde de titane là. D'accord. Mais quel est le rapport entre l'alimentation et le karma négatif? Ah oui, mais attends. Si on n'a pas un karma négatif, on a au moins la jugeote. La jugeote, on peut juger que ça, mais attends, même les bêtes ne mangent que ce que Dieu les a créés pour manger. C'est pour ça qu'elles vivaient longtemps. Bon, sauf une bête apprivoisée. Mais un chien sauvage mange ce que Dieu lui a créé pour manger. L'homme, qu'il soit noir, de n'importe quelle couleur de peau, ne mange pas forcément ce que Dieu lui a créé pour manger. Il mange n'importe quoi. Bon, mais maintenant, le véritable problème, si nous voulons une indépendance en Afrique, du fait que notre karma semble être plus lourd que tous les karmas de tout le monde entier, de toutes les couleurs de peau du monde entier, nous devons au moins avoir la jugeote. Se pose la question, si par exemple, aujourd'hui, prenons le cas de Mali, de la République centrafricaine, ils ne veulent plus de la France, ben attends, ils doivent aussi boycotter les produits français. Mais s'ils boivent le vin, ils mangent des shawarma et des sucreries et tout venant de ces pays-là, attends, à quel niveau ils seront en même de savoir ce qui se passe? Ils doivent se soigner par eux-mêmes. Et comme on le faisait avant. Parce que si je dis l'animal n'a pas d'hôpitaux, les bêtes n'ont pas des hôpitaux, n'ont pas de chapelle pour prier Dieu, mais vivent vieilles, elles vivent longtemps, jusqu'à vieillir. L'homme qui prie tout ça là et qui a les médicaments à sa portée, ne vit que grâce aux médicaments. Son espérance de vie est liée à quelque chose. Donc en fait, il ne vit pas, il vivote. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Voilà, donc nous sommes en phase avec la faute. Et la faute là est en rapport du fait qu'on réincarne noir. Parce que moi, je n'ai rien à voir avec les autres couleurs de la peau. J'ai à voir avec la couleur de la peau identique à la mienne. Voilà.
D'accord. Nous avons passé à la deuxième partie de la chronique qui nous parle de le cœur et l'intellect. Et on se retrouve juste après pour la suite. Le cœur et l'intellect. Si dans l'Antiquité, on utilisait plus le cœur pour évoluer dans la vie tant spirituelle que matérielle, c'est parce qu'à cette époque, l'esprit avait une emprise sur la matière en tout homme. Car l'être humain avait encore une existence plus subtile et inimaginable. Mais les différentes étapes de l'évolution de l'homme à travers les âges auraient dû être la conséquence négative du développement de son intellect. C'est pourquoi jusqu'ici, nous n'arrivons pas à comprendre que le cœur est le siège de la conscience cosmique en nous, qu'il est ce soleil de notre univers sacré qui allie tous les atomes organiques de particule en particule pour réaliser un monde intérieur extraordinaire. C'est pour cela que malheureusement aujourd'hui, il ne contrôle plus rien. Pourtant, nous devrions savoir qu'avec le cœur, si nos objectifs étaient de percer les mystères de notre existence terrestre, tout allait être facile pour une vie splendide à des dimensions plus subtiles. Ici-bas, une foule de personnes ne cesse de s'interroger sur les trois questions principales ou alors primordiales et qui sont restées une énigme dans la vie de tout un chacun. Ces questions sont les suivantes. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici-bas? Et où allons-nous? Il est vrai que nombreux sont ceux qui semblent ne plus s'intéresser qu'à leur quotidien, pendant que d'autres n'osent plus s'interroger à ce sujet car ils se disent que la réponse demeurera incertaine. Mais au-delà des simples raisonnements, permettez-nous de vous faire remarquer que pour tous ceux qui en sont toujours intéressés, la plupart d'entre eux est doté d'une dimension d'évolution de l'âme au-delà du simple état embryonnaire pour une âme élevée. Si ces questions sont demeurées sans réponse jusqu'ici parce que l'intérêt de tous n'y est pas accordé, nous avons perdu le chemin qui conduit vers le divin en lui parlant de notre cœur. Il est vrai que nous connaissons où se trouve notre cœur quand nous regardons le dessin destiné à situer les organes dans le corps. Aussi est vrai que bien de choses nous ont été enseignées à l'école sur l'importance de cet organe, le cœur. Mais admettons qu'il soit aussi vrai que malgré tout ceci, nous ne savons pas beaucoup de choses de ce cœur. Par contre, nous savons tout ce que le cœur a comme travail à faire de jour et de nuit sans repos dans notre organisme. Nous ne connaissons là qu'une partie de ses fonctions, celle du plan matériel. Cependant, nous ne savons rien de lui concernant ses fonctions immatérielles du monde occulte. Qu'est-ce que nous en empêche? Un problème se pose dans la vie de toute personne. Nous vivons des changements que nous n'arrivons pas à expliquer, mais ça ne nous dit rien. Toute la métamorphose que connaît notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, nous est restée sans réelle explication. Ce que nous savons ne peut être qu'un prétexte pour ne pas sombrer dans les pensées et la détresse. À titre de consolation, nous disons qu'on grandit, car nous savons bien que l'enfant n'est pas autant beau que le bébé. Pourtant, c'est deux personnes différentes pour la même entité. D'ailleurs, dès la naissance, le processus de la mort du corps physique commence, d'étape en étape, sous forme de transition intermédiaire par altération d'un corps vers d'autres corps successifs pour la même personne. On parle de l'étape de bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard, puis la transition brutale se produit, la mort. Toutes ces phases de changement ne choquent personne car on grandit, on vieillit. C'est la dernière phase de changement qui nous ébranle, une disparition totale de la personne. Oui, sa mort. Professeur Herman Yaglipote, on grandit, on vieillit. Mais d'où venons-nous? On ne sait pas. On ne sait pas d'où venons. Ça ne nous dit même rien. C'est ça le problème. Puisque nous sommes déjà là, nous vivons une vie et nous attendons le dernier jugement dès que nous mourrons. Hein? Oui. Soit on va en enfer, soit on va au paradis. Bon. Selon, oui, ça nous sommes dans le registre mondain.
D'accord. Parce que ça soit selon quoi, demande à n'importe qui passe en route. Il va te dire que il vit par la grâce de Dieu. En fait, c'est une chanson aujourd'hui. Selon un ancien comme vous, professeur. Oui, bon, mais pourtant, si nous existons, c'est qu'il y a des risques que notre existence, pas des risques. Si nous existons, c'est que notre existence a une signification. D'accord. Ce n'est pas un effet de hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons une mission. Et si nous avons une mission, c'est que cette mission ne nous a pas été léguée aujourd'hui. C'est que cette mission vient de d'où nous venons. Qu'est-ce qu'on a fait ailleurs? Oui. Et qu'est-ce que là maintenant on a à faire par rapport à ce qu'on a fait? Parce qu'une mission mal accomplie, on la recommence. Une classe qu'on n'a pas bien assimilé les leçons, on redouble. Bon, parce qu'il y a des simples exemples qui sont dans notre quotidien et qui sont le résultat de ce que notre état d'être est en rapport. Parce que, par exemple, le système scolaire, quel que soit le système scolaire, on a besoin d'une progression, d'une évolution. On a besoin que, si vous entrez en musique, comme ça se passe le cas en Asie, où certains enfants ne font pas la même chose comme ça se passe en Occident, vous entrez en musique tout petit, il faut qu'avant 14 ans, que vous fassiez des concerts qui attirent foule. Hein? On a eu à Sud FM, à une époque, faire des travaux sur des enfants génies alors. Pas génies en réciteur de cours. Pas génies à 1 plus 1 égale 2. Hein? Pas génies comme on a constaté deux fois qu'un enfant ne sait pas lire les syllabaires. Mais il lit. Il lit. Quand il ouvre une page, tous les mots qui sont là, c'est récité dans sa tête. Et maintenant, si tu inverses, c'est-à-dire au lieu d'aller de la gauche vers la droite, tu commences à lui demander de lire plutôt de la droite vers la gauche. Là, il ne sait plus lire. Il est perdu. Alors, c'est là que tu comprends que maintenant, lui, il dit quoi alors? Oui. donc, chaque page où il voit les dessins, où il fait comment, c'est un miracle. Et là, c'est déjà là qu'on appelle les génies, parce que avec 11 ans, je ne sais pas, 12 ans, il a le bac. Mais quel genre de bac? Et qu'est-ce qu'il pourra bien faire avec? Ah, c'est ça, on va l'appeler pour aller faire de magnétophone quelque part. Et il aura un bon boulot, avec un bon salaire, parce que il n'est qu'un reproducteur d'images, du moins qu'il enregistre et puis il retransmet, ou je ne sais pas quoi. Mais il ne nous criera jamais un iPhone, ou bien, je ne sais pas moi quoi. Oui. On n'aura rien de crié par ce genre de personnes. Alors donc, on a donc l'impression que les choses sont faciles. Lorsque on récite seulement ce que les autres ont fait. Mais lorsqu'on est en face d'une situation où quelqu'un qui n'était pas à l'école, comme les découvertes faites par les Noirs aux États-Unis, qui étaient des esclaves et qui étaient supposés n'avoir pas été à l'école en tant que tel, parce que à une époque, l'esclave n'allait pas à l'école. Alors, on ne se pose pas de questions. On a eu des moteurs, on a eu des antennes paraboliques, on a eu des signalisateurs de feux, des carrefours, là, comment on appelle ça encore, et tout ça, par le biais des gens qui ont permis à ce qu'il y ait un fonctionnement social totalement rangé, grâce à leur cerveau. Alors, mais maintenant, ce n'est pas le cerveau qu'ils utilisent cette fois-là. Ils utilisent l'être intérieur qui les fait des révélations. Parce que c'est au niveau du cerveau qu'on formate les gens. On ne peut pas formater quelqu'un à partir de son cœur. On ne peut pas. Parce que le cœur fait mal lorsque les choses sont mal faites. La tête ne fait pas mal. La tête dit de quoi je me mêle. Voilà. D'accord.
c'est un peu compliqué, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il y a moyen de connaître... On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait même pas pourquoi on est là en même temps. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Où serons-nous après que nous soyons ici? Alors, et si chacun pouvait faire une étude de vie, ça donnerait quoi, professeur Emmanuel? Bon, alors l'étude de vie métaphysique nous donne juste les bribes de notre mission à l'heure actuelle. Ne nous donne pas beaucoup de chance sur notre passé. Et de manière formelle, on peut voir notre passé un peu lorsqu'on prend le pan karmique, l'aspect karmique. Là, on peut savoir à quoi sur quoi sera basé certains aspects de notre vie en rapport avec notre passé et un passé lointain. Ce n'est pas un passé d'hier. Alors donc, à partir de là, on commence à comprendre que on a une mission à partir d'abord du chemin de vie et du karma, l'étude du karma. Mais c'est des études qu'il faut approfondir. Et cela ne peut être fait que par soi-même. Parce que on a perdu du temps à croire qu'aller à l'école, c'est pour avoir les diplômes et trouver du travail. L'heure a sonné. Avec le chômage, que vous aviez le même diplôme, une personne travaille, toi tu ne travailles pas. Parce qu'on n'est plus à l'heure où le CEP donnait le travail. Ou après le CEP, le BEPC a commencé à donner du travail. Ou après le BEP, c'était le CAP. Après le CAP, c'était le bac. Et le bac même, on t'expatriait quand tu avais une certaine moyenne. Pour devenir administrateur néocolonial du système mis en place par les colons. Et c'est ce qui perdure, parce que les professeurs d'université, ils enseignent quoi? Ils répètent les cours. Ils disent ce qu'on leur a dit de dire. Parfois sans jugeote. Alors, et puis ils se vantent, je les suis souvent à la télé, quelqu'un qui dit qu'il enseigne dans toutes les universités du monde, mais à l'écouter, il est un peu léger par rapport au thème du débat ou bien par rapport aux objectifs à atteindre, parce que la télé des pays du Sud devrait être formative, devrait donner de l'éducation. Et ceux qui enseignent dans les universités devraient venir dans le même temps donner une bonne impression aux téléspectateurs pour qu'ils profitent de leur, je ne veux pas dire soi-disant haute connaissance parce que je ne suis pas là pour insulter, mais de leur connaissance. Mais apparemment, ces connaissances, peut-être qu'il faut aller s'inscrire dans la logique d'être étudiant, que de les entendre parler et ouvrir l'oreille pour que tu profites de quelque chose. Tu n'arrives pas. Parfois, c'est deux professeurs qui s'engueulent et puis ils sont là pour parler des choses. Tu as déjà salué tel, tu as déjà fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Finalement, c'est des disputes qui devraient se faire hors antenne. Bon, donc, on a un problème en Afrique. Il y a comme un problème des hybrides d'hommes où le papier les fascine et fait en sorte que le devenir de l'homme qu'ils sont ne permet pas à ce qu'ils se posent eux-mêmes des questions comme des guides, parce que si on a fait l'école jusqu'à un niveau, on devrait être un guide. Un médecin noir ne devrait pas prescrire les médicaments, il devrait soigner les gens dans la recherche de les guérir, parce que si prescrit les médicaments, ça ne rentrait pas dans le cadre de ce que faisaient ses parents avant l'arrivée des colons. D'accord. Alors donc, ils ne sont pas des guides. Bon. Alors s'ils essayaient seulement d'être des guides, eux-mêmes ils allaient trouver la réponse de savoir d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là, et où iront-ils. Bon, donc, le fait de chercher à connaître ta mission, déjà, est un début de
développement ou bien de changement qu'on provoque dans son environnement. Bon, c'est vrai que nous tous, nous n'étions pas noirs. Au cours des vies antérieures, nous venons des autres continents. Peut-être que nous étions européens, ou nous étions asiatiques, ou alors on est né de l'Amérique et qu'on soit venu ici pour beaucoup de raisons. Une raison, peut-être qu'on était des colons ou des esclavagistes. Et là maintenant, avec la servitude, l'esclavage moderne, nous sommes devenus des esclaves de notre propre système. Parce que quand on voit, tout à l'heure on va proposer une réflexion, ce qui se prépare souvent sur des gens, parce que vous êtes noirs d'Afrique, des Européens restés chez eux, divisent l'Afrique, ou rester chez eux, calculent comment nous asservir éternellement. Mais ils oublient une chose, ils naissent là-bas pour un temps, après ils réincarnent en Afrique pour subir les mêmes choses qu'ils ont fait, parce qu'en fait l'ignorance est la mère du péché, quand il faut parler du péché de manière religieuse, mais l'ignorance est la mère de tout ce qui nous arrive. Hein? C'est-à-dire du point de vue karmique, du point de vue même qu'on ignore qu'on réincarne. Hein? Parce qu'en réincarnant, tu peux être étonné que tu es quelqu'un qui sera tué parce que tu veux modifier le système mis en place par les Blancs, alors que tu es président de la République, on te tue. Mais pourquoi? Parce que tu avais organisé la mort des Noirs à une période. Tu n'es noir maintenant, toi qui étais blanc, et on te tue par le même système que tu avais mis en place. C'est comme quelqu'un qui est au gouvernement, il concourt à la mise en place des lois liberticides. Et quand il n'est plus au gouvernement, il demande la marche en termes d'autorisation, alors qu'il pouvait sauter cette loi. Qu'on ne serait plus en train de demander l'autorisation chez un administrateur pour pouvoir marcher. Hein? Mais la loi n'étant pas sautée, le rassemblement étant interdit, par exemple, par le code pénal, et on te donne la possibilité de réviser, par exemple, le code pénal, tu ne le fais pas. Et il ne faut pas t'en plaindre. Parce que tout ça, c'est karmique. Voilà. D'accord. On va passer à la réflexion. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids.
Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Professeur Herman Yaglipot, C'est sans commentaire. c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Ceux qui ont suivi ont suivi. D'accord. Voilà, c'est sans commentaire. D'accord. On va passer au SOS téléspectateurs. Page pratique. Page pratique. Non, avant cela, nous allons d'abord prendre la page pratique. Professeur Herman Yaglipot, un mot par rapport à cet élément? C'est peut-être que là, c'est un élément qui, pour l'Europe, n'est pas la même chose pour l'Afrique. Hein. Parce que le gars qui disait son document là tout à l'heure, le projet qu'il y a à faire sur l'Afrique, là on dessus les recherches nanotechnologiques, de manière à porter un grand coup sur l'Afrique grâce à ces substances-là. Parce qu'en fait, ces substances qu'on appelle nanoparticules sont autrement appelées additifs alimentaires. Oui. C'est les E102 qu'on trouve sur les étiquettes de certaines boissons que nous buvons au Cameroun, E110, E124, etc. Et 330. Bon, c'est des produits pas vraiment innocents, mais qui font partie de notre quotidien. Parce que si vous voyez quelqu'un avec une bouteille d'1 litre de sucrerie, il en avale suffisamment. Et puis il y en a qui prennent ça tous les jours. Et chez certaines femmes, ça les fait avorter. C'est-à-dire que tu es une jeune dame, tu venais te marier, et tu n'avais pas une vie aisée. Maintenant que tu as un gars, un mari, il te gâte. Alors donc, tu as de l'argent à t'apporter, donc les choses que tu voyais boire, tu les bois maintenant. Tu es madame le jus. Faites-moi le jus là, et puis tu prends les shawarma facilement et tout. En fait, tu te gaves des choses que, en plus de quoi ton organisme n'est pas habitué. Et quand il y a avortement, on accuse la tante, on accuse l'oncle, on accuse quelqu'un. On accuse quelqu'un parce que des avortements en série, fin de compte, se pose la question, mais c'est quelle histoire? Chaque mois, dès que la grossesse arrive, bon, parce que, par exemple, le E102, c'est la substance, là, on appelle le colorant, là, on appelle ça tartrazine. C'est tératogène, c'est mitagène, ça touche les chromosomes et tout. Tératogène, c'est-à-dire ça détruit ou ça peut provoquer une malformation du fœtus. Bon, mais c'est mis en consommation, il n'y a pas de problème à cela. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Il est temps de lire vos différents SMS. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Professeur, bonsoir. J'aimerais beaucoup vous rencontrer pour une voyance. Comment faire? Je m'appelle Paul, je suis à Yaoundé.
faut appeler hors antenne à ces numéros. La personne doit appeler hors antenne à ces numéros. D'accord. Patriarche, bonsoir. J'aimerais beaucoup faire une étude d'affinité. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, l'étude d'affinité, c'est quelque chose de bien, Oui. dans la mesure où ça permet de savoir qui on est. J'ai dit tout à l'heure, ça peut même relever le pan du poids karmique de l'individu. Soit un karma négatif qui essaie de relativiser, du moins d'apporter quelques éclaircissements sur les malheurs que votre chemin de vie peut rencontrer, soit ça vous explique que vous êtes un peu allégé de ce côté-là, donc votre karma n'est pas autant négatif que possible. Là, tout au moins, on peut avoir quelque chose parlant du karma en passant. Bon, et puis ça vous met dans les possibilités de savoir vous tenir, c'est-à-dire le côté positif et le côté négatif de votre vie. Et ça met beaucoup plus l'accent sur le côté positif parce que le but est de donner la chance aux consultants de profiter de cette étude pour maintenir un rythme positif par rapport à sa vie que d'être désolé de constater que il y a plus du négatif ou bien les aspects négatifs sont de nature à l'empêcher à évoluer. Bon, mais ça ressort quand même les points d'ombre de la vie de l'individu. Donc, on a là qui on est, son expression, son côté sentimental, travail, santé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu comme maladie au cours de ta vie. Là, on n'a pas besoin de miracles ou de scanners. On sait bien qu'on est prédisposé à un cancer dans sa vie. On est prédisposé à des maladies occultes ou pas. On le sait grâce à cette étude. Bon, on sait bien qu'est-ce que c'est que son tempérament. Donc, qui on est, ses défauts, ses qualités, et puis ses défis également. Et puis, d'une manière cyclique, comment la vie va se passer. Donc, à peu près, c'est comme ça, cette étude. Elle est plus dense, mais j'ai essayé de citer quelques chapitres qui peuvent rentrer dans le rapport final de l'étude, qui peut faire quelques pages. De format acaloubien, c'est pas un genre de livre destiné à vous, pour lire votre vie comme on lit dans un livre. D'accord. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, je suis monsieur Eto. Comment l'homme doit-il vivre pour éviter la répercussion de ceci dans une autre vie? Il doit d'abord chercher à savoir tout ce qu'il boit, tout ce qu'il mange, comment il dort, quels sont les milieux qu'il fréquente, quels sont ses amis. En fait, il doit chercher à veiller d'abord, dans un premier temps, sur son alimentation. Parce que, bon, Hippocrate disait, dites-moi qu'est-ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous souffrez. Bon, alors en métaphysique, dites-moi qu'est-ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous pensez, à quoi vous pensez. Bon, donc il y a des méthodes, du moins un système alimentaire qui fait que on est obligé de prier Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais en santé. Bon. Et on sera obligé d'aller vers les apôtres, les prêtres, les pasteurs, tous ces gens-là. Mais sans toutefois que tu mettes en cause, qu'on mette en cause quoi? Ce qu'on fait contre soi-même. C'est ça le problème donc. Et ça, c'est pas quelqu'un qui doit étudier ça pour quelqu'un. Moi, je dis souvent aux gens qui me consultent que soyez vous-même des personnes qui veulent sortir du pétrin. Parce que le pétrin, c'est quoi? C'est que tout le monde est ignorant, tout le monde a péché. Dans notre monde aujourd'hui, quand on parlait du péché, ça concerne tout le monde. Tout le monde mange n'importe quoi, tout le monde boit n'importe quoi. Moi-même, avant d'arriver à ces stades, qu'est-ce que je n'ai pas fait de ma vie? Comme pour dire, si jeunesse savait,
Et si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Mhm. Bon, et là maintenant, je prends le rétroviseur de ma vie, je mets ça, comme ça, je regrette beaucoup. Mais pendant qu'on parlait, les jeunes, ça entrait d'un côté de la tête, donc dans une des oreilles, ça sort de l'autre côté, la vie continue. Alors, il y en a qui disent, tu bois, tu meurs, tu bois pas, tu meurs. Bêta, tu bois, mieux tu bois, et mourir en paix. Mais on ne meurt jamais en paix. On est sur chaise roulante, on empêche à ce que l'enfant qui allait à l'école normalement ne puisse continuer à aller à l'école, hein, et on devient la risée de tout le monde, toi qui... Et puis on continue à boire entre-temps, parce qu'on dit que ce n'est pas la boisson qui a fait que je sois malade. Pourquoi les autres boivent et ils ne sont pas comme moi? Donc arrêtez ça, donnez-moi à boire. Bon, et entre-temps, on va à l'église pour prier. Les pasteurs font les défilés. Bon, à la maison, pour prier, parce que le diable serait passé par là, parce que ceci, parce que cela, mais entre-temps, tout le monde casse un whisky, ou bien un bon vin. Avec un repas pas possible, et personne ne marche. On coupe à peine 2-3 fois, on avale. Donc le tube digestif est devenu une poubelle sans aménagement. Alors donc il y a un problème qui nous concerne d'abord, avant que cela ne concerne les thérapeutes. Hein? Tu ne peux pas gâter ton corps, tu peux pas crier chez quelqu'un, mon docteur, j'ai trop mal, j'ai même quoi comme ça, pardon, dites-moi, je souffre même de quoi. Non, quand tu manges, il n'est pas avec toi. Tu prends le Vita-Cola, tu prends la cola, tu prends les boissons alcoolisées, tu manges les brochettes, tu manges tout ce qui te tombe sous la main, jusqu'à une certaine période où les dents même commencent à sauter parce que tu as trop bu du café, tu as trop mangé de la viande, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu n'as même plus de quoi mâcher dans la bouche. Mais ça continue. Bon, il n'y a pas un temps de répit, il n'y a pas un moment où on se pose la question que m'attend. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. C'est comme deux fois, on est en train de travailler. Moi, je parle de mon cas. Toute la journée, de jour et de nuit, on ne fait pas du sport et tout. Et après, les mécanismes biologiques se mettent en dysfonctionnement. Et puis on va dire que je suis malade, comme si on ne sait pas qu'on a mal utilisé son corps. Voilà. D'accord. Vous abordez également un très bon sujet, le chômage. En effet, le gouvernement camerounais devrait vraiment essayer de voir comment réduire le chômage. Chaque année, nous avons des milliers de chômeurs, de diplômés au Cameroun, mais ils n'ont pas d'emploi. Le professeur. Ben, ce n'est pas le gouvernement qui est fautif. À mon avis, je ne suis pas... nous sommes dans le social et nous sommes dans une émission éthique. Bon, on peut parler de tout ce qui regarde l'être humain, hein, de manière éthique, sans que ça soit qu'on est dans la politique ou pas. Et puis, il n'y a pas de débat sur le social qui ne concerne pas la politique. Bon, alors moi je dis ceci. J'ai vu des gens venir vers moi me dire, son père ne l'a pas envoyé à l'école. C'est pourquoi il n'est rien. J'ai vu aussi des gens venir me dire qu'il a terminé tout. Hein? Oui. Son père a tout fait. Il a atteint le niveau qu'il fallait. Et lui aussi, il n'est rien. Parce qu'il n'est rien, ça veut dire quoi? Il n'a pas l'argent. Il ne travaille pas, il n'a rien. Oui. Ah, j'ai eu un ami comme ça, tout le temps, il se plaignait, mais il était docteur, machin et tout. Il a essayé de travailler dans les circuits des Nations Unies. Moins d'un an à l'EPAF, il n'avait plus du travail, jusqu'aujourd'hui. Bon, il ne sait pas si c'est un problème qu'il fallait qu'on le lave ou qu'on fasse quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que lui aussi, il n'était rien. Alors, j'ai vu des gens qui, eux, à partir de la classe de 3e, ont arrêté eux-mêmes d'aller à l'école. Il y avait un garçon et qui avait trouvé un petit lopin de terrain à l'époque et qui a fait sa petite boutique
avant que les amis avec qui il fréquentait ne soient en classe de terminale, lorsque ces amis-là manquaient des fournitures scolaires, c'est lui qui les aidait à en avoir. Et comme si cela ne suffisait pas, certains sont sortis de l'école quand son activité s'est agrandie, il les a employés, eux ayant la licence que lui n'a jamais eue. Donc non, ce n'est pas le problème d'un pays de voir les gens qui ne comptent que sur l'école. Et quel genre? Hein? Le programme scolaire, c'est un programme pour contrôler les intelligences des gens, les empêcher de devenir des gens. Mais par contre, vanter ce programme comme sans quoi on n'est rien pour le petit noir. Alors, si tu comprends qu'on va à l'école pour voir ce qui se passe là-bas, parce que tu as quelque chose déjà toi-même, tu vas prendre ce qui est à l'école, tu ajoutes à ce que tu as, comment tu vas devenir rien, même si tu n'as pas les grands diplômes? Hein? Tu auras trouvé le nécessaire qu'il te faut par rapport à à ta réflexion, parce qu'il y a l'intelligence, il y a la réflexion. Il faut réfléchir. Il ne faut pas seulement être intelligent. Être intelligent, c'est réciter les cours, faire tout ce qu'on te demande bêtement. Jésus est mort pour nous sauver, Allah est monté et descendu, et puis allez, ton intelligence dit que bon, mais écoute, il faut que je m'aligne. Mais la réflexion amène à se poser la question que m'attend. Je m'aligne même à quoi comme ça là? Où est ma position dans tout ça, dans ma vie? Parce qu'après tout, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie des gens qui ont organisé ça. Hein? Voilà. Professeur, un chef d'entreprise me disait l'autre jour que avant, il pensait que avoir des employés était chose facile. Aujourd'hui, il comprend que c'est la chose la plus difficile. Beaucoup de jeunes se plaignent du manque de travail, du manque d'emploi. Pourtant, il y a de l'emploi, mais les jeunes ne veulent pas travailler. Ils veulent le salaire. Ils veulent le salaire. Ils veulent le salaire et même combien? Non, ils ne veulent pas le petit salaire. Et chacun bricole un CV et des fois avec des faux attestations pour avoir s'essayer quelque part. Mais lorsqu'on le met sur le terrain, il ne fait rien. Oui. Mais dès le premier mois, tu dois lui donner un salaire dès le premier mois. Il n'a même pas encore été productif. Donc, en fait, il crée des manques à gagner pour le tissu professionnel mis en place. Parce que, par exemple, si tu trouves une entreprise qui a limite la possibilité d'utiliser 5 personnes, qui n'utilisent que 3, les 3 là sont submergés du travail. Et pourquoi? Parce que quand on va prendre une autre personne, il va venir prendre l'argent, il ne sera pas productif. Hein? Elle n'étant donc pas productive, comment on va l'employer pendant longtemps? Et deux fois, tu peux créer une direction, ou bien, je ne sais pas moi, une branche d'activité pour pouvoir glaner proposer quelques services et glaner quelques sous. Mais ça ne marche pas parce que la personne que tu mets dedans, si c'est que la personne doit aller dehors, tu lui donnes l'argent de taxi, il s'assied quelque part, il mange. Avec cet argent, il s'installe, il fait... Moi, j'ai connu des journalistes, on les envoyait faire des reportages à notre époque. On travaillait avec une presse. Alors, il partait s'asseoir quelque part, il boit, il mange avec l'argent qu'on lui a donné, il ne rencontre même pas la personne, et puis pond un protocole d'interview, et cherche même à voir la photo de la personne comme ça, et puis l'interview passe dans le journal, la personne ne s'y connaît pas. Je t'assure, la personne ne s'y connaît pas. Ça devient boomerang. Alors, donc, c'est une nature qu'il faut peut-être pas combattre, mais laisser comme ça pour que les gens... Parce que le chômage rend intelligent. Beaucoup de gens ont la licence et ils sont sur vélo, ils ont des maisons, ils ont des femmes. Donc il a mis son papier de côté, il s'est débrouillé avec le vélo. Bon, voilà. Bon, c'est vrai, d'autres agressent, ils volent et tout, mais quel que soit les systèmes politiques mis en place, il y aura toujours des agresseurs. À partir du moment où
le problème ne se passe pas au niveau de la localisation des gens qui habitent chaque ville. Parce que les gens devraient être dans des quartiers, hein, les numéros de maisons est retenu, les chefs de quartier connaissent tout le monde, et quand il y a une nouvelle personne dans le quartier, c'est fait enregistrer, et qu'à l'intérieur de la ville, comme là maintenant on voit dans certains coins de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, les gens qui dorment dans les stations sur leur vélo ne sont pas inquiétés, d'aucuns n'ont pas de carte de séjour, et parfois ne sont pas camerounais. Bon, non. Et nous, on est très hospitaliers, on n'est pas comme d'autres voisins qui nous chassent. D'accord. Hein. Bon, donc il y a un problème. Voilà. D'accord. Juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés pour le moment uniquement aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur, s'il vous plaît, j'ai une question. Comment savoir que ma copine me trompe? Bon, en faisant l'étude d'affinité, ça va aider de savoir si qu'est-ce que vous faites avec votre copine. Parce que parfois, vous faites aussi comme ça, vous êtes un peu convaincu qu'on vous trompe alors que c'est faux. Il y a des filles qui n'ont pour amis que des garçons. Non pas amis-filles, parce que l'amitié entre les filles, parfois, ça ne marche pas dans la tête de certaines filles. Bon, donc, mais maintenant, si c'est qu'on doit faire la voyance, moi, je ne suis pas apporteur de ce genre de poids. Pourquoi? Ah, mais non, je ne m'occupe pas des histoires que, regardez ma femme si elle sort. Non, Mais, ça ne me concerne pas. il y a des gens qui ne trouvent pas du sommeil juste à cause de ça, hein, professeur. Bon, alors le problème, c'est lequel? C'est le karma qui t'a donné cette femme-là. À la limite, fais l'étude d'affinité. Hein, pour être sûr que, bon, c'est un mariage ou c'est juste une rencontre comme ça. C'est ça. Et puis là ça te tranquillise en sachant que ce n'est pas ta femme et que tu as quand même besoin de continuer à rester avec elle. Tu restes avec elle. Il n'y a pas de problème. D'accord. Nous avons ce message de Julien. Je suis malade, j'ai déjà tout fait, je ne trouve pas de guérison. Aidez-moi, s'il vous plaît, professeur. Bon, la personne va appeler hors antenne et on va discuter de quoi il est question. Voilà. D'accord. Professeur, ça fait 15 ans aujourd'hui que mon mari travaille, mais il n'arrive pas à épargner. Nous louons dans une grosse maison, nous envoyons nos enfants dans des établissements vraiment très chers. Nous n'avons pas de terrain, aucun investissement. Est-ce dû au karma? Je crois que oui. Moi, je vois le karma partout. C'est vrai? Mais oui. Parce que le karma, même la sorcellerie, c'est toujours le karma qui est derrière ça. Hein. Parce qu'il y a les gens qui naissent les sorciers, essaient de les toucher, n'arrivent pas. D'accord. Ouais. Et où est la place de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la malchance, de la malédiction? Oui, mais c'est toujours des problèmes qui concernent la vie d'un individu. Si vous avez né dans un environnement où la sorcellerie passe par là, c'est pour que vous grandissiez. Parce que c'est grâce à la sorcellerie que certaines personnes prennent conscience de la dimension occulte qui leur est propre et comment utiliser cette dimension occulte. Mais si tu passes tout ton temps à pleurnicher ou bien à aller prier, alors c'est comme si tu as désisté face à des épreuves. Parce que la vie est faite d'épreuves. Et les épreuves, on a, au moins, je dis souvent, celui qui va à l'école, c'est pourquoi il y va. C'est celui-là qui profite de l'école. Parce que les examens, les épreuves et tout, font partie du B à bas de ce que sera ta vie sans l'école. Ta vie sera faite des épreuves. Il y a la pluie, il y a le soleil, il y a que la pluie descend dans ton toit, mouille tes documents et garde tes diplômes. C'est une épreuve. Bon, tu ne vas pas te tuer. Hein, garde toute ta documentation ou bien la moisissure. Tu as mis tes choses dans un sac ou dans un carton. Ah, tu te retrouves. Une épreuve peut même être que l'accident de vélo. Tu es derrière un vélo et tu tombes, tu te casses le pied. Alors, une preuve peut être que tu as ton vélo, on arrache ça. Comme pour dire que peut-être ces vélos-là allaient te tuer.
Mais toi, tu es là en train de te battre pour essayer de chercher à faire du mal à celui qui t'a arraché le vélo. Et que celui qui t'a arraché le vélo est allé cogner quelque part, il en est mort. Tu n'es même pas au courant. Lui aussi, le fait d'arracher le vélo est l'aboutissement d'une réponse karmique pour qu'il cesse de faire les choses qu'il fait. Alors donc, tout ça, ça va dans tous les sens. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut réfléchir une ou deux fois quand même avant de prendre une décision. Ne prends pas seulement une décision comme ça. Hein? Parce qu'en prenant les décisions, tu risques de mal prendre une décision et tu alourdis ton karma. Puisque le karma veut dire action. Tu mènes une mauvaise décision, tu vas poser un acte qui est en déphasage avec ton évolution spirituelle. Voilà. Mais professeur, que dire de ces personnes qui pensent qu'elles ont la même percée? Elles perçoivent beaucoup d'argent, mais n'arrivent pas à faire quelque chose de bien avec. Ils ont la même percée, c'est tout. Ça veut dire quoi la même percée? Professeur. Ça veut dire qu'en chiromancie, hein, lorsque on fait l'étude de la main, il y a les mêmes percées, il y a des trous. Et cela fait que quand tu as l'argent, il faut te contrôler. C'est quelque chose de naturel parfois, au-delà. Parce que en fait, je dis et je répète, la sorcellerie, l'envoûtement, la pratique de la magie noire dans une famille ne touche pas toutes les personnes de la même manière. Oui. Voilà. Chacun ayant une position karmique différente de l'autre, Oui. ne peut pas avoir les mêmes réponses d'attaque de la sorcellerie. Et cette position karmique va aussi dans le sens des décisions qu'on prend au quotidien, comment on doit mener sa vie. Hein? J'ai donné une fois un exemple ici un peu barbare, qu'un soulard, le sorcier ne le prend pas facilement, parce que quand on vient, il n'est pas là. Hein? Il y a une fumée, un gaz qui fait vibrer son organisme, son corps encore couché, de manière, c'est pas moi, hallucinante. Sa personne intérieure se déplace. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut donc rester sous là tout le temps? Mais tu vas mourir à cause du vin, ou à cause de l'alcool, je veux dire. Bon, donc, il y a des circonstances, bonnes ou mauvaises, de nos prises de décision qui arrivent pour nous ou contre nous. Professeur, j'ai du mal à vous comprendre. Vous dites que un soulard, le sorcier ne l'atteint pas. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais pourtant, vous avez dit que l'alimentation nous protège. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons, vraiment, il y a pour beaucoup, en ce qui concerne notre aura. Oui, alors, si un soulard est protégé, est-ce à dire que ceux qui vont en boîte de nuit, qui sont tout le temps dans la rue, sont protégés? Je ne vous comprends pas. C'est une recette que les téléspectateurs doivent oublier directement. Qu'ils font comme ils n'ont rien entendu. D'accord. Parce que sinon, c'est qu'on va créer des soulards qui ont peur de la sorcellerie. Oui, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe ce soir. Ça va. Alors? Non, le problème c'est que je dis ça en connaissance de cause, mais j'évite que les gens se mettent dans l'alcool parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Parce qu'ils auront d'autres choses, auront à fragiliser leur aura. Ils n'auront plus de protection pour le peu qu'ils n'ont pas bu. Du tout alors. Du tout. Voilà. Est-ce à dire quoi? Est-ce que c'est bien de boire? Non. Voilà. Mais le fou, cependant, il est protégé. Ah oui, mais le fou est protégé parce qu'il passe même des semaines, ne mange pas. Ou alors il est déjà non, son cerveau est déjà ailleurs, je ne sais pas. Non, un fou ne mange pas tout le temps. Et le fait de rester affamé protège, plus que le fait de manger.
Bon, un fou mange dans les poubelles. Bon, malgré sa folie, il tire ce qu'il mange. Il ne prend pas tout pour manger. De un. De deux, il a les anticorps créés par le fait qu'il est tout proche de la nature. Hein, par moment. Bon, sauf que ça soit un problème où le fou a dû s'empoisonner. Du fait aussi d'avoir touché dans les poubelles les choses qu'il ne fallait pas toucher, manger des choses qui étaient déjà mélangées avec d'autres choses qu'on a jetées dans la poubelle. Mais moi, j'ai remarqué le travail de fous avec les poubelles. Les fous font le tri. Ils ne mangent pas n'importe quoi de la poubelle. D'accord. Et puis, peut-être qu'ils ont une certaine intuition, le fleur, qui leur permet de savoir que ça, je ne dois pas manger, ça, je dois manger. Parce qu'ils vivent longtemps. Il y a des gens qui, dans nos villes, ont plus de 15 ans, 20 ans de folie. Ne sont jamais allés à l'hôpital, hein, parce que le paludisme, parce que la typhoïde, parce que le diabète, parce que l'hypertension et tout. Ils circulent normalement. Hein? Torse nu, souvent il y a un là. Et tantôt il est tout nu, tantôt il est torse nu avec sans pantalon, sans slip. D'accord. Professeur, oui, vous avez fini? Oui, et puis il avait eu les doigts qui s'étaient coupés, qui par les bagues, ça avait pourri, ça s'est coupé sans soin et ça s'est cicatrisé. Alors le mécanisme de la cicatrisation, c'est là la chose extraordinaire. Parce que la cicatrisation ne se fait que lorsque la circulation du sang, l'environnement biologique, cellulaire et tout, se passe bien. Voilà. Et lui, on ne sait pas par quelle alchimie il s'est cicatrisé, ses doigts qui s'étaient coupés sont cicatrisés. Voilà. Professeur, ma grand-mère me disait souvent que ce n'est pas bien d'aller en boîte de nuit parce que lorsqu'on y va, on prend de l'alcool, on transpire. Alors, comment on appelle encore ça, la sueur qui se dégage attire vers nous des entités négatives. Est-ce vrai? Oui. 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 Il y a des choses qui ne nous servent à rien. Les gens qui ont organisé le fait de faire les sorties dans la nuit l'ont organisé pour faire le commerce nocturne. D'accord. Et les gens qui sont épris, c'est-à-dire intéressés, amoureux de ces milieux, sont la proie de ces gens-là. Le commerce nocturne prend beaucoup de paramètres. Il y a les paramètres occultes et il y a les paramètres classiques, des paramètres métaphysiques, et du point de vue négatif, et des paramètres classiques. D'accord. Donc tu peux, au cours d'une nuit, vendre un conteneur qui vient de descendre à l'aéroport, au port. Voilà. Donc, professeur Emmanuel Glipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, disons que là maintenant, on ne propose rien aux téléspectateurs de ce que sera la prochaine édition parce qu'on les avait proposé l'erreur, la faute. Bon, qu'il plaise à Dieu, comme disent les religieux, mardi, ils découvriront ce qui sera programmé pour eux. Voilà, et merci. Comme ils ne cessent de nous accompagner, on ne peut que leur dire merci, quoi. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.